Bonjour. Dans ce premier vidéo du chapitre, nous allons étudier la classe la plus importante en informatique théorique, réellement, c'est la classe P. La P correspond ici à polynomial. C'est la classe de calcul qui correspond à un temps de calcul qui est polynomial. Donc, si on veut étudier une classe qui correspond au temps de calcul, il faut avoir une bonne définition de qu'est-ce que c'est le temps de calcul. Notre modèle de référence est un modèle qui est robuste, c'est vraiment la machine de Turing. La machine de Turing, c'est un modèle qui est physiquement réaliste pour représenter le temps de calcul et pour représenter aussi l'espace. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le temps de calcul, pas sur un mot en particulier ou pas sur une liste de mots, mais vraiment le temps de calcul par rapport à la taille des données. Nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des langages, qu'on a définis comme étant des langages. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des algorithmes qui vont décider si oui ou non un mot appartient à un certain langage. Et ce qui va nous intéresser comme temps de calcul, en fait, c'est la fonction qui va nous dire pour une certaine taille de mots, pour une certaine taille de problème, quel va être le temps maximum pour cette taille-là. Donc, ça va nous donner une fonction qui nous donne le temps de calcul, qui va être une fonction qui prend en entrée un entier, qui est la taille qui nous intéresse, et qui retourne en un entier, qui est le temps maximum pour les inputs de cette taille-là. De façon générale, le temps de calcul, c'est une fonction qui va souvent croître par rapport à la taille de l'input. Donc, on pourrait avoir un temps qui est linéaire, quadratique, cubique, etc. Le temps va être une fonction souvent croissante par rapport à la taille de l'input. Et donc, ici, on dira que la machine M fonctionne en temps f de n, que sa complexité de temps est f de n. Donc, on peut définir, pour chaque fonction de temps, on peut définir une classe de complexité qui serait, par exemple, time t de n. C'est l'ensemble des langages qu'on peut décider avec une machine de Turing dans un temps qui est t de n. Donc, l'ensemble des problèmes qu'on peut résoudre, l'ensemble des problèmes du genre problème de décision, du genre langage, qu'on peut résoudre en temps t de n. Et finalement, tout de suite, on peut donner la définition de la classe de complexité P. La classe de complexité P, c'est la classe de complexité qui correspond en fait au temps de calcul qui est polynomial, et donc on va prendre l'union sur tous les polynômes. Et donc, on va dire qu'une fonction qu'un problème est dans P, que de décider un langage est un problème qui est dans P, si le temps de calcul est borné par un polynôme. Est-ce que c'est une définition qui est intéressante? Oui, clairement. L'utilisation du polynôme comme base de référence au niveau du temps de calcul, c'est vraiment une définition intéressante parce que c'est une définition robuste. Est-ce que la classe P correspond au problème qu'on peut effectivement résoudre en pratique de façon efficace? Évidemment, si le temps de calcul est quadratique, cubique, c'est un temps qui est raisonnable. Par contre, si le temps de calcul, c'est n à la 50, probablement que c'est une complexité qui est trop grande pour avoir facilement à résoudre le problème en pratique. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que si le temps n'est pas polynomial, donc si le temps dépasse n'importe quel polynomial, alors là, on sait que clairement, le temps de calcul va être trop grand. Et donc, la classe P, on a choisi de la définir en termes des polynômes parce que en fait, c'est une définition qui est très robuste et qui est très pratique. Et donc, on définit le temps raisonnable de façon à ce que ça soit pratique, qu'on puisse manipuler le concept facilement de façon intelligible. Mais par exemple, si vous avez une tâche qui prend un temps raisonnable, suivie d'une tâche qui prend un temps raisonnable, bien, accomplir les deux tâches, ça devrait prendre un temps raisonnable. Donc, si on additionne des polynômes en termes de temps, on va obtenir un polynôme. Si on multiplie les polynômes, on va aussi obtenir un polynôme. Et si on prend le polynôme d'un polynôme, on va aussi obtenir un polynôme. Donc, les polynômes sont robustes par rapport à la combinaison. Si vous utilisez une procédure qui prend un temps polynomial dans un algorithme qui fait un nombre d'appels polynomial, etc., tout ça est robuste. Le temps raisonnable va rester le temps raisonnable. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette robustesse, elle est là aussi en fonction du modèle de calcul. Si vous dites, bon, moi, je trouve que la machine de Turing, telle que présentée dans le cours, c'est pas le modèle idéal, à mon avis, on devrait imaginer une machine de Turing qui a plusieurs rubans ou plusieurs têtes de lecture, etc. Si on fait des modifications qui sont raisonnables,
à la machine de Turing, si on fait des modifications qui sont raisonnables à notre modèle de calcul, on va avoir la même définition de la classe P temps raisonnable. En fait, même si on fait des modifications parfois qui ne sont pas raisonnables, par exemple, si on veut supposer que l'accès mémoire est instantané, peu importe la taille de la mémoire, ce qui n'est pas vraiment réaliste, dans un modèle comme le modèle de von Neumann, où on a un ordinateur qui peut accéder à chacune de ces cases mémoire de façon instantanée, on va obtenir une définition de la classe P qui va être la même qu'avec la machine de Turing. Et donc, on va dire que, grosso modo, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais grosso modo, la classe P correspond au langage décidable en pratique en temps raisonnable. En fait, je pense que ce serait plus juste de dire que lorsque un problème n'est pas dans la classe P, alors là, on pourrait penser qu'on ne peut pas le résoudre en pratique, en temps raisonnable. Et donc, quels sont les problèmes qui sont dans la classe P? Si vous êtes étudiant en informatique, dans le cadre d'un bac, par exemple, vous allez suivre une grande quantité de cours, que ce soit en optimisation, en intelligence artificielle, en compilation, etc. Tous les algorithmes qu'on voit, la grande majorité des algorithmes qu'on voit à l'université, ce sont des algorithmes qui fonctionnent en temps polynomial. Et donc, la plupart des cours à l'université se consacrent à des problèmes qui sont dans la classe P. Des exemples de problèmes qui peuvent être résolus en temps raisonnable. Le premier est un peu surprenant. On peut, en fait, de façon efficace, décider si un nombre est premier et composé. Et ici, là, je parle d'efficacité en termes de la taille de l'input, donc en termes de la taille du nombre. Des problèmes plus raisonnables, on sait qu'on peut additionner des matrices, donc par exemple vérifier que la somme de deux matrices, nous on veut présenter les problèmes comme des langages, comme des problèmes de décision, donc décider que la somme de deux matrices A et B est égale à une matrice C, effectivement on peut décider ça en temps raisonnable. Décider que C est le produit de la matrice A et B, on peut aussi décider ça en temps raisonnable, en notant qu'on a une précision qui est raisonnable au niveau des nombres avec lesquels on travaille et tout ça, on pourra faire le calcul en temps polynomial. On peut aussi avoir des problèmes dans les graphes, des problèmes de graphes dans lesquels on pourrait vouloir savoir si un sommet T est connecté à un sommet S ou si la connexion au niveau des arcs, le coût est moindre qu'une certaine constante C, etc. Il y a beaucoup de problèmes de graphes qu'on peut effectivement résoudre en temps polynomial, en temps raisonnable. On peut aussi décider si une liste est triée en ordre alphabétique ou en ordre lexicographique. Effectivement, on peut facilement décider ce problème-là. En fait, l'idée, c'est qu'en informatique, on s'intéresse à des problèmes de décision, à des langages, mais j'ai déjà abordé le fait que si on est capable, par exemple, de décider si A plus B égale C, en fait, c'est parce qu'on est capable d'additionner A et B. Et si on est capable de décider si A fois B égale C, souvent, c'est parce qu'on est capable de multiplier A et B. Et donc, le fait de se limiter à des langages, en fait, ce n'est pas vraiment une limitation. Il y a plein d'exemples encore. Un des exemples qui va revenir ici, c'est si je vous donne un graphe. C'est un drôle de problème. Si je vous donne un graphe et je vous demande est-ce que ce graphe est coloriable avec deux couleurs, de façon à ce que lorsqu'on colore les nœuds, on n'aura jamais deux nœuds qui sont reliés ensemble qui ont la même couleur. Oui, ce problème-là, on peut le résoudre. Mais comme je vous dis, le problème va revenir un peu plus tard là, au cours du chapitre. Décider, par exemple, si un programme linéaire admet une solution. Il y a des trucs relativement complexes pour lesquels on a démontré récemment qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent en temps polynomial. Si vous me donnez un circuit booléen de bonne taille, et que vous me donnez un input, et que je dois décider est-ce que oui ou non le circuit s'évalue à vrai, effectivement, on peut, en temps raisonnable, évaluer un circuit booléen. Donc, il y a énormément de problèmes qui sont dans la classe P. C'est la classe des problèmes qu'on peut résoudre en pratique en temps raisonnable. Donc, évidemment, il y a beaucoup de problèmes qu'en pratique, on peut résoudre en temps raisonnable. Maintenant, je vous ai dit que je reviendrai avec le coloriage. En fait, j'y reviens tout de suite. On peut s'intéresser à savoir si un graphe est K-coloriable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par K-coloriable? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut le colorier avec K couleurs pour un K qui est donné?
Et en particulier, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas de savoir si un graphe est 2 coloriable, parce que savoir si un graphe est 2 coloriable, je vous ai dit qu'on pouvait résoudre le problème en temps raisonnable. En fait, ce que je veux, c'est savoir si un graphe est 3 coloriable. Donc la question, c'est je vous donne un graphe et vous devez me dire est-ce qu'il est possible de colorier chacun des nœuds de façon à ce qu'on n'ait pas 2 nœuds adjacents avec la même couleur, mais vous avez accès à 3 couleurs. Et donc, c'est un problème de décision. Par exemple, je pourrais vous donner le graphe suivant et je pourrais vous dire est-ce que oui ou non, ce graphe-là peut être colorié avec 3 couleurs. Et donc, comment on va attaquer le problème? C'est pas évident. Déjà, même avec deux couleurs, c'est pas clair, c'est pas évident que le problème peut être résolu en temps raisonnable. Je vous dis que oui, mais ça demande quand même un peu de réflexion. Mais dans le cas de 3 couleurs, le problème apparaît particulièrement difficile. Il y a énormément de combinaisons possibles qu'on peut faire au niveau des couleurs. Si on voulait, par exemple, essayer tous les coloriages, ce serait difficile. Et donc, si je vous demande à l'œil de regarder en ce moment le graphe qui est là, et que la question c'est est-ce que oui ou non on peut le colorier, c'est pas clair, c'est pas évident. OK? Par contre, dans le cas du coloriage de graphe, si la réponse est oui, le graphe peut être colorié, eh bien, là, c'est très facile de vous convaincre que la réponse est oui. OK? Il suffit de vous donner un exemple de coloriage et là, vous allez vérifier pour que chaque arc ici correspond à 2 nœuds dont les couleurs sont distinctes. OK? Vous faites ça pour chaque arc. Donc, le temps de calcul de la vérification est tout à fait raisonnable. Mais, par contre, moi, je vous ai donné la réponse. OK? Comment on fait pour trouver la réponse? Ça, c'est une autre histoire. Si je vous donne le graphe suivant et que je vous demande, encore une fois, est-ce que le graphe est 3 coloriable? Ben, c'est pas clair. On se pose la question, est-ce que oui, on essaie? Bon, finalement, avec ce graphe-là, en faisant énormément d'essais, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne. On n'arrive jamais à colorier les nœuds. À chaque fois, on va finir par assigner des couleurs et on va bloquer parce qu'on n'aura plus de couleurs possibles pour assigner le prochain nœud. Okay? Et en fait, la raison, c'est que ce graphe-là contient ce qu'on appelle une clique. Une clique de taille 4. Il y a 4 nœuds ici qui sont tous reliés les uns avec les autres. Et comme tous ces nœuds-là sont reliés les uns avec les autres, on ne peut pas les colorier avec 3 couleurs parce qu'à partir du moment où on a utilisé 3 couleurs pour colorier 3 nœuds, le 4e nœud, lui, est relié aux 3 premiers. Donc, il devra avoir une couleur différente des 3 premières couleurs, ce qui est absolument impossible. Bon, dans ce cas-là, on a été chanceux. On a été chanceux parce que j'ai réussi à trouver un argument simple et convaincant qui vous dit que ce graphe-là n'est pas coloriable. Mais en fait, en général, se convaincre qu'un graphe n'est pas coloriable, ça va être en fait un problème très difficile. Donc, est-ce qu'on peut, en temps raisonnable, décider si un graphe est 3 coloriable? Ben, dans le cas du coloriage de graphe, l'algorithme naïf, qui consiste finalement à essayer toutes les possibilités, cet algorithme-là va prendre un temps de calcul qui n'est absolument pas raisonnable. Vous comprenez bien que si j'ai 50 nœuds, que j'ai 3 couleurs pour le premier, 3 couleurs pour le deuxième, 3 couleurs pour le troisième, je vais me retrouver avec 3 puissance 50 possibilités à essayer. Et ça, c'est clairement exponentiel et ce n'est clairement pas polynomial. Okay? Donc, l'approche naïve nous dit que pour décider si un graphe est 3 coloriable, en fait, l'approche naïve prend un temps exponentiel. Et là, la grande question qu'on va étudier ici dans le cours durant ce chapitre, c'est est-ce qu'il existe un algorithme efficace pour décider si un graphe est 3 coloriable? Et peut-être que le coloriage de graphe, c'est un problème qui vous intéresse plus ou moins. Okay? Mais en fait, on va voir que se poser la question si on peut colorier un graphe avec 3 couleurs, c'est une question tout à fait pertinente et tout à fait importante dans énormément de domaines de l'informatique.